Les éclats de lire. Fête du livre jeunesse. Les 26 et 27 mai 2018. Découvrez l'ensemble de la programmation dans cette émission. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite une très bonne année 2018 et la bienvenue dans cette nouvelle émission des éclats de lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Régis Lejon, qui est un auteur-illustrateur, principalement illustrateur mais également auteur, et directeur de collection aussi. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, ce n'est pas sûr. Il sera bien évidemment invité aux éclats de lire 2018 qui se passe en mai, le week-end du 27 mai, dans le joli parc du Château d'Assas au Vigan. Avant d'interviewer Régis Lejon, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait un petit peu polémique depuis 4 jours, depuis le début de l'année. Alors déjà, pour situer le contexte, vous êtes peut-être au courant, peut-être pas, mais les médiathèques et les bibliothèques organisent souvent des lectures publiques. Ces lectures publiques sont souvent appelées des heures du conte. En gros, des bibliothécaires ou des bénévoles, comme ça se fait beaucoup, lisent des livres, des albums, de manière totalement gratuite. L'entrée est gratuite, la lecture est gratuite. C'est un très bon moyen de faire venir du monde à la médiathèque, mais surtout et principalement, c'est un très bon moyen pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la lecture, les jeunes enfants à la lecture. Ça donne à faire lire. Daniel Pénac a dit « L'homme qui lit à voix haute nous élève à hauteur du livre. Il donne vraiment à lire. » Les associations, comme les éclats de lire, propose aussi des lectures gratuites. C'est un facteur très important dans la transmission de la lecture et de la culture. Mais voilà que la SELF, la Société civile des éditeurs de langue française, depuis 4 jours a annoncé comme ça qu'il fallait faire payer des droits sur les lectures. C'est une taxe sur le droit de représentation. C'est-à-dire que les bibliothèques ou les médiathèques ou les salons du livre, les associations, devraient faire payer ces lectures, ces heures du conte. Pour vous donner un exemple de tarification, une lecture de rue, comme il s'en fait beaucoup par exemple lors du Printemps des poètes, paf, 30 €. Autant vous dire que ça fait mal dans le budget des petites structures, des petites associations. Je vous invite à vous renseigner davantage sur le sujet. J'ai malheureusement pas le temps d'en parler plus que ça, surtout que je ne suis pas non plus experte là-dessus. Mais je vous invite à vous renseigner, par exemple, sur le site d'Actualité ou encore sur le site de Cécile Roumiguière, qui en a bien parlé, qui est une autrice, comme elle préfère qu'on dit, une autrice jeunesse, qu'on a invitée aux éclats de lire l'an dernier. Son site, c'est cecileroumiguière.com. Donc Cécile comme Cécile et Roumiguière, tout attaché, ROUMIGUIERE.com. Il y a également une pétition très importante qui circule en ce moment sur tous les réseaux sociaux et dans tous les médias liés à la littérature, beaucoup la littérature jeunesse. Cette pétition a été lancée notamment par des auteurs jeunesse, dont Cécile Roumiguière, qui s'engage beaucoup là-dedans. Elle s'appelle Scheherazade en colère. Donc je vous invite à vous renseigner davantage sur ce gros problème en fait, et à signer la pétition Scheherazade en colère. Première pause musicale et on passe à l'interview qui sera plus joyeuse que ces imbécilités de la SELF. Régis Lejon fait partie de la génération révélée par les éditions du Rouergue au début des années 90. Il a publié chez de nombreux éditeurs depuis, s'est lancé dans l'écriture de textes d'albums pour la jeunesse, dans la direction de collection et s'essaye également au graphisme de temps à autre. Régis Lejon est un touche-à-tout, un illustrateur inclassable qui passe d'un univers graphique à un autre au gré des livres, appréciant autant l'influence de l'art nouveau, des grands peintres impressionnistes, des affichistes des années 40 et 50, que celle des kawaii japonais. Et pour se présenter en 10 mots, Régis Lejon nous a envoyé joie, amitié, fille, arbre, oiseau, histoire, image, spectacle, partage et kawaii. Bonjour Régis Lejon. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Et vous ? Très bien, malgré les grosses intempéries.
Ah oui. Alors kawaii, justement, est-ce qu'on peut commencer par ce mot kawaii? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mot pour vous présenter? Alors, le mot kawaii, ben, c'est un mot japonais qui veut dire gentil et mignon. Et en fait, on connaît, c'est un style graphique aussi. C'est un mot qui est relié à un style graphique qu'on connaît tous parce que ce sont les icônes japonaises, par exemple Hello Kitty, ce genre de graphisme-là. Et ça a un côté très enfantin, mais en réalité, derrière cette notion, il y a la volonté de faire passer quelque chose de gentil, de bon et d'immédiat. Et c'est un style graphique qui me plaît énormément parce que c'est un équilibre de forme. Tout est dans le travail de la forme. Et moi, c'est un genre qui me passionne et j'en glisse régulièrement dans mes images, même si la tonalité générale des illustrations n'est pas proprement kawaii. Alors justement, vous l'avez dit, image, c'est un autre mot que vous avez utilisé pour vous présenter. Je les prends tous dans le désordre Oui, oui, aujourd'hui. oui, oui. Image au pluriel, par contre. Mm. Bah, les images, en fait, comme beaucoup de dessinateurs, d'illustrateurs, moi j'ai été nourri par des images toute mon enfance et puis finalement je continue de m'en nourrir et quand on est soi-même créateur d'images, quelles qu'elles soient, finalement on devient la somme de ses influences et donc moi je suis passionné par la construction de l'image mais aussi par en tant que lecteur, toujours de découverte de nouvelles formes. Je parle plutôt du monde graphique, parce que les images, c'est aussi la photo, c'est aussi le cinéma ou la télévision. En fait, on est extrêmement entouré d'images, on est très très sollicité de ce point de vue-là. Mais quand l'image est créée de toutes pièces, elle est pensée, elle est architecturée d'une certaine façon, et tout ça me passionne toujours autant, même si je ne le quand j'étais enfant, évidemment, je ne le réfléchissais pas de cette manière-là. Donc les images sont très importantes dans ma vie. Comment est-ce que vous êtes formé à l'image? Ça a été progressif? Ça a été totalement progressif et absolument pas réfléchi parce que je suis autodidacte, donc moi je me suis formé euh, en dévorant toutes sortes de livres illustrés, de bandes dessinées dans mon enfance particulièrement. Et j'ai énormément recopié, décalqué, et je me suis rendu compte, mais ça beaucoup plus tard, que finalement ce travail d'observation et d'essayer de comprendre comment les choses étaient faites, en les dupliquant, en essayant de les dessiner soi-même, a été ma formation au départ pour comprendre le dessin intimement. Alors, je l'ai dit dans la biographie qui n'est pas de moi, mais je crois de l'un de vos éditeurs, vous êtes un Oui, illustrateur très polyvalent et oui. vous ne vous distinguez pas du tout par un style particulier. Comment ça se fait? Ben, ça se fait, je crois, en tout cas je l'explique comme ça, par mon chemin d'autodidacte. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans mon parcours, je suis passé par une école avec un maître, avec un enseignant, un professeur qui aurait décelé dans mon travail une voie vers laquelle il m'aurait encouragé de travailler. C'est-à-dire que je suis resté avec cette appétence de comprendre et d'apprendre. Je crois que c'est le propre des autodidactes, de toujours avoir le sentiment de devoir apprendre. Et finalement, ma façon d'illustrer correspond davantage à ce que le texte m'impose qu'à des choix graphiques que j'appliquerai sur tel ou tel projet. Et au bout de plus de 20 ans d'illustration, vous maîtrisez plusieurs styles et plusieurs techniques. Oui, Comment est-ce que vous les oui. choisissez par rapport aux Eh histoires que ben, vous devez illustrer? eh ben pour le coup, c'est absolument pas réfléchi, c'est totalement instinctif. Et je pense que c'est des choses qu'on partage tous, c'est-à-dire que quand on lit une histoire sans image ou qu'on écoute une histoire qu'on nous raconte, on se formule dans le cerveau des images mentales. Tout le monde, c'est-à-dire que sur la même histoire qu'on écoute de manière collective, chacun va se fabriquer des images. Et ce qui est passionnant, moi je réfléchis beaucoup à ça, c'est que ces images ne viennent pas de nulle part, c'est-à-dire que l'histoire réveille des images qui étaient déjà à l'intérieur de notre tête. Et finalement, même si mon métier est de fabriquer des images, ma première réaction est celle d'avoir des images qui m'arrivent à la lecture d'un texte, d'un projet. Et les images qui m'arrivent vont être plus ou moins puissantes. Et cette puissance va m'orienter sur le choix de pouvoir raconter cette histoire de telle ou telle manière par le dessin. Donc c'est vraiment le texte qui m'impose le style et non le contraire. Est-ce que je me trompe ou par exemple, enfin pour vos contes, j'ai un peu l'impression que vous utilisez beaucoup le pastel sec comme technique. Oui, alors ça c'est une technique que je l'utilise moins maintenant pour des raisons
C'est bêtement des questions de temps par rapport au projet, c'est-à-dire que c'est une technique très longue, mais j'ai abordé l'illustration vraiment avec la technique du pastel sec que j'ai poursuivi pendant de nombreuses années et qui est une technique plastique, qui n'est pas une technique graphique. C'est-à-dire que c'est pas du dessin, le pastel, c'est l'application de pigments qui vont créer un travail plutôt d'ambiance, de couleur. Enfin, ça s'apparente plus à un travail de peinture dans le fond qu'à un travail de dessin pur, même s'il y a du dessin dessous. Et puis finalement, je suis passé par cette voie-là parce qu'elle me permettait d'esquiver aussi des lacunes dans le dessin que j'ai pu avoir pendant longtemps. Et ces lacunes, je les ai comblées depuis et finalement, aujourd'hui, je me sens avec un nouveau territoire qui est beaucoup plus proche du dessin que d'un travail plastique. D'accord, on va faire une pause musicale avec les Smiths. Vous êtes bien sur Radio Escapade pour l'émission des Éclats de Lire avec Régis Lejon. Donc dans les 10 mots que vous nous avez envoyés pour vous présenter, j'étais surprise de ne pas trouver le mot couleur. Ah oui, j'ai pas pensé. C'est assez important pour vous les couleurs. Oui, en fait oui, et j'ai pas pensé, c'est drôle, j'ai pas du tout pensé à ce mot-là. En fait, pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que je pense que l'utilisation que je peux faire des couleurs dans les livres sert l'atmosphère de l'image plus que la volonté de travailler la couleur en elle-même. C'est plus la lumière enfin, je sais pas si je suis clair. Donc c'est peut-être plus j'ai pas une passion particulière pour les couleurs, même si j'ai fait un livre. Il y a quand même un livre devant moi qui s'appelle Quelle couleur, qui comporte presque 300 pages. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas du tout pensé. En fait, je peux peut-être l'expliquer aussi parce qu'en faisant ce livre-là, finalement... Oui, on va parler de cette imagier Quelle couleur aux éditions Thierry Magnier, alors. Oui. Bah oui, parce que ça a été l'occasion, en faisant ce livre-là, moi, de me poser la question de ce que représentait la couleur pour moi. Et finalement, le livre est devenu une réponse personnelle à cette question. Et c'est une question qu'on peut tous se poser parce que la relation qu'on a à la couleur est totalement subjective. Elle est culturelle et elle est aussi individuelle, elle est personnelle. Et donc on peut aborder la question de la couleur par toutes les questions, je dirais, d'optique, etc. Expliquer ce que la couleur c'est la lumière, etc. Bon, c'est un petit peu ennuyeux et en réalité la couleur va bien au-delà de ça parce qu'on a tous une relation intime à la couleur. Et finalement c'est ces questions-là que je me suis posé et que j'ai résolues avec mes propres vérités là-dessus qui ne sont pas des vérités universelles. Et donc d'une certaine manière en faisant ce livre j'ai un peu soldé pour moi-même la question de la couleur. La couleur, vous en servez beaucoup dans Le Jardin du Dedans-Dehors. Alors, un livre que vous avez illustré, écrit par Chiara Mezzalama, aux éditions des Éléphants. La couleur est un outil narratif dans ce livre. Mais la couleur est toujours un outil narratif à mon sens. Mm-hmm. En tout cas, elle est... je trouve que ne pas l'utiliser comme telle est un peu dommage quand on fait des images parce que elle apporte beaucoup. Là, ce sont des codes finalement que j'ai utilisés dans ce livre. Il y a assez peu de couleurs, hein. Il n'y a pas une palette infinie. Cette histoire raconte, ça se passe dans un jardin persan à Téhéran, au moment de la guerre à l'époque entre l'Iran et l'Irak. Et c'est à hauteur c'est un souvenir réel, vécu par l'auteur, Chiara Mezzalama, qui a vécu là-bas à ce moment-là. Et elle était dans ce jardin luxuriant, parce que fille de diplomate italien, son père était ambassadeur d'Italie à ce moment-là. Donc ça, on est à la fin des années 70, début années 80 en fait. Et donc les codes couleurs que j'ai utilisés pour raconter cette histoire, c'est les couleurs vertes, bleues, chatoyantes du jardin, et uniquement du noir et du rouge pour expliquer et évoquer la violence de la guerre de l'autre côté du jardin, de l'autre côté du mur. Donc il y a une alternance de pages entre le jardin protégé où il y a des couleurs douces, bleues, vertes, chatoyantes, gaies, lumineuses, et de l'autre côté, donc sur les autres pages, le dehors où il y a vraiment la guerre et la brutalité. Donc voilà pour ce livre, Le Jardin du Dedans-Dehors, aux éditions des Éléphants. Oui. On va passer à un autre mot que cette fois vous avez mis dans votre liste, l'amitié. Ah ça c'est, je
suis enfoncé des portes ouvertes, c'est extrêmement important dans la vie. Moi, j'ai la chance de travailler quotidiennement avec mes amis. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Et parce que je partage un atelier où je suis là même en ce moment même en train de vous répondre en fait. Je suis dans mon atelier avec deux de mes amis les plus proches qui sont également dessinateurs, plutôt en bande dessinée, Alfred et Richard Guérino. Et cette notion d'amitié, je trouve que quand on a la chance de partager en plus de ce qui nous unit par un sentiment de cœur en fait, qu'on a en plus la chance de partager une passion commune comme ça, alors ça je trouve que c'est extrêmement nourrissant et c'est une grande chance que je mesure quotidiennement. Voilà. Alors selon moi, vos plus beaux albums ou certains de vos plus beaux albums sont issus de vos amitiés, notamment avec Henri Meunier. Oui. Avec qui j'ai longtemps partagé l'atelier aussi. Il faisait partie de notre atelier pendant longtemps, Henri. Et oui, avec Henri, en fait, la complicité qu'on peut avoir, elle est aussi liée au fait qu'on se connaît très bien et que on a vécu longtemps le quotidien de l'atelier ensemble. C'est-à-dire que quand Henri il écrit un texte et qu'il pense à moi, il écrit un texte parce qu'il me connaît aussi et qui sait que ce qui est à l'intérieur de ce texte ou ce que ce texte transporte me correspond pleinement. Donc ça, c'est une complicité rare en réalité et précieuse. Donc avec Henri, forcément, on fait des albums qui nous ressemblent pleinement et il y a un travail comme ça. Pour vous, ça change votre travail de bien connaître l'auteur ? Là, en l'occurrence, oui, quand même, oui. Parce que, oui, c'est vrai que c'est, comment dire, quand on partage une expérience de création comme ça, on va au cœur de ce qui nous compose. On n'a pas le choix, en fait. Et on trouve à deux un terrain de jeu commun, ce qui nous rassemble finalement. Et c'est à l'intérieur de cet espace-là, de cet espace de création, qu'on se retrouve. Et il peut pas y avoir de faux semblants. C'est-à-dire qu'on va au cœur de ce qui nous ressemble. Et du coup, ça crée une intimité assez rapide. Là, je parle au-delà d'Henri, avec les auteurs avec qui je travaille en général. Et cette relation, du coup, elle est très forte. Elle devient très forte très vite. On parlait de Chiara Mezzalama, je l'ai rencontrée par le projet, je la connaissais pas dans la vie avant, mais le fait d'avoir fait ce livre avec elle, d'avoir discuté avec elle, qu'elle ait pu partager avec moi ses souvenirs d'enfance, me passer ses photos de famille, on a du coup une relation qui est déjà amicale avant d'avoir vraiment vécu des choses autres que cette expérience-là. Donc c'est très particulier. Et pour en revenir à Henri, non seulement il y a ça, mais en plus c'est alimenté par tout ce qu'on connaît de la vie qu'on a partagé aussi en tant qu'amis. Donc là c'est très particulier la collaboration qu'on peut avoir tous les deux. Est-ce que vous pouvez citer un titre que vous avez en commun avec Henri Meunier ? Oui, par exemple, le dernier en date, c'est un livre qui s'appelle Cœur de bois. Avec Henri, on rassemble, je dis on rassemble parce qu'on a publié nos premiers livres aux éditions du Rouer, puis ces livres se sont épuisés, et on a l'intention de les rééditer, et depuis on travaille avec un éditeur qui s'appelle les éditions Notari, avec qui on a fait un livre qui s'appelle La rue qui ne se traverse pas. Que j'ai énormément aimé. Merci. Un autre livre qui s'appelle La mer et lui, qui est une réédition justement d'un livre qu'on avait fait au Royal. Et puis une nouvelle création avec Notari qui s'appelle Cœur de bois. Pour l'instant, on a que ces 3 livres, même si on en a fait 5 ensemble. Et c'est une espèce de cocon, je sais pas comment dire. Les livres qu'on fait ensemble, on les fait avec cette maison-là. On s'y retrouve, eux, ils nous apprécient, on a une grande liberté. Le lecteur aussi s'y retrouve. Merci, c'est ce qu'on espère toujours, hein. On ne sait jamais trop à l'avance ça. Vous êtes également auteur. Quand vous écrivez un texte, c'est vous qui choisissez l'illustrateur ? Oui. Ça ne veut pas dire que l'illustrateur ou l'illustratrice va accepter mon texte. Ça c'est très très décevant quand ça arrive parce qu'on se figure forcément. En tout cas, moi je peux pas ne pas penser à quelqu'un quand j'écris un texte. Enfin, en tout cas, l'illustrateur ou l'illustratrice vient très très vite s'imposer. Et je le fais vraiment
quand ça me vient l'écriture, j'ai pas de facilité en fait à m'installer et à écrire une histoire ou un texte. Il faut vraiment qu'il y ait un élément déclencheur très puissant pour que j'écrive quelque chose, parce que je suis beaucoup plus dans le dessin et donc quand quelque chose me vient comme ça, finalement les images arrivent très vite et ce sont jamais des images à moi de toute façon. D'accord. Donc voilà. Vous n'avez jamais du mal à vous séparer d'un de vos textes et à le confier à quelqu'un d'autre? Ah, absolument pas. Non, j'ai eu du mal à illustrer un de mes textes. J'ai fait une fois sur sur la pression, en tout cas l'encouragement d'Olivier Douzou à l'époque aux éditions du Rouergue, et ça n'a pas été ma plus. J'ai vécu ça de manière très pénible en fait. J'avais l'impression d'être dans la redite, à devoir illustrer ce que j'avais déjà, d'une certaine manière, exprimé par l'écrit, quoi. Mais ça c'est moi, hein, c'est pas c'est pas une règle. On va passer à un autre mot, histoire, que vous avez écrit au pluriel. En fait, je pense qu'on en est absolument... c'est indispensable à notre évolution personnelle, collective. Les histoires nous nourrissent tous. Et que ça fait partie de notre nature humaine et qu'on en a un besoin permanent, quel que soit l'âge. Et que les histoires sont des façons de comprendre le monde, de se comprendre soi, de comprendre les autres. Et de l'enfance à toujours, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important de se nourrir et personnellement d'avoir la chance de pouvoir partager des histoires en tant qu'auteur ou illustrateur avec des lecteurs. Moi j'aime beaucoup ce constat parce que je pense que c'est une réalité de la dynamique du lecteur. C'est-à-dire que quand on lit, on n'est pas passif du tout. Quand on reçoit une histoire, on n'est jamais passif. On la reçoit et on la nourrit avec nos propres émotions. Et on la reçoit tous de manière individualisée et personnelle. Et ça, c'est une richesse infinie et je suis toujours très très triste de croiser ou de me rendre compte que des enfants ne bénéficient pas d'histoire dans le cercle de leur famille ou dans les conditions sociales dans lesquelles ils vivent. Ça, c'est des choses qui m'attristent profondément. Toujours. Merci, on va faire une nouvelle pause musicale avec Björk. Nous sommes bien sur Radio Escapade dans l'émission des Éclats de lire. Au téléphone avec Régis Lejon qui est illustrateur, auteur et également directeur de collection. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette partie éditoriale de votre travail, de vos activités ? Oui, alors c'est surtout des expériences et des opportunités qui m'avaient été proposées à certains moments de pouvoir mener, de créer une collection de livres jeunesse. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante. C'est-à-dire que tout à coup, c'est pas forcément mon métier de départ, hein, d'imaginer le livre dans son ensemble, le sens qu'il va porter, etc. Et moi, j'ai abordé ça d'abord par ce qu'on appelle la direction artistique, parce que je m'étais occupé de choisir et d'accompagner des illustrateurs sur une collection de romans première lecture aux éditions du Rouergue. Ça remonte à 2002, enfin début des années 2000. Et là, en fait, il s'agissait de réfléchir à l'accompagnement illustré de romans. C'est la forme et du coup d'avoir des illustrations qui étaient très proches du texte. C'est-à-dire que souvent, quand on lit un roman illustré, l'illustration est en vis-à-vis d'une page et puis on la regarde une fois qu'on a lu la page. Là, il fallait qu'il y ait une proximité géographique de l'image et du texte. C'est-à-dire qu'on ait tout de suite l'illustration au moment où on lisait l'histoire. C'était un enjeu de cette collection. Et en faisant ça et en approchant la direction artistique, c'est-à-dire en accompagnant les illustrateurs à le faire, j'ai pris confiance et puis j'ai pu proposer de créer une collection, plusieurs collections. Je suis dans une petite maison d'édition qui, hélas, n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait les éditions Les Dunes, où j'ai pu créer une collection d'abécédaires, en fait, une collection qui s'appelle l'abécédaire, et dans laquelle des illustrateurs et des illustratrices avaient pour consigne une lettre, de choisir librement des mots commençant par cette lettre et de les représenter sans que les mots ne soient marqués à côté des images. Donc c'est des sortes de livres-jeux, on doit deviner les mots au regard de l'image. Ça, c'était une expérience absolument passionnante. Mais c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu d'autres
j'ai pas eu d'autres opportunités et j'y réfléchis pas plus que ça. C'est juste qu'à un moment ça s'est présenté et ça a été une chouette chose à vivre. Nous, aux Éclats de Lire, on aime bien cette collection, l'Abécédaire, parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont passés par Oui. chez nous et qu'on apprécie beaucoup, qu'on suit d'assez près. Oui. En fait, finalement, la thématique de cette collection, ce sont les illustrateurs. C'est-à-dire que l'Abécédaire permet de rentrer à l'intérieur de la tête de chacun, puisque finalement, quand on illustre, on est forcément confronté à la question de la représentation. C'est-à-dire comment tout le monde peut le faire, hein, comment on dessine une maison, comment on dessine un arbre, comment on dessine ceci, cela. Et finalement, chacun, la façon qu'on va avoir de représenter les choses va être personnelle. Évidemment, quand on parle d'illustrateurs, eux, ils ont chacun élaboré un chemin graphique personnel et plus maîtrisé. Mais au final, cette représentation simple de mots définit énormément son créateur. Et c'est ce que permet cette collection, un voyage à travers chaque titre à l'intérieur de la tête et de l'univers d'un illustrateur ou d'une illustratrice. On se rend compte en feuilletant différents de ces livres de cette collection qu'il y a des différences incroyables de style et de sensibilité d'un illustrateur à l'autre. Ah ouais. Il y en a qui sont complètement tordus, il y en a qui sont très directs. Non, vraiment, c'est très révélateur et c'est assez passionnant. C'était passionnant j'ai eu le grand privilège de pouvoir les solliciter, de les choisir et de les proposer finalement. Et vous aussi, vous êtes passé à l'exercice avec les lettres U et V. Oui, et puis finalement, avec du recul, je regrette un peu non pas d'avoir fait cet exercice parce qu'il était extrêmement plaisant à faire, mais d'avoir occupé une place sur ces 20 titres, parce qu'il n'y a que 20 titres, au détriment de quelqu'un d'autre. J'aurais pas dû être à la fois directeur de collection et illustrateur. Bon, je dis ça. On ne regrette pas le livre pour autant. Hein. Non, mais c'est ça. Mais voilà, moi, je sais qu'il y a tellement. On a la chance, on le sait très peu. Hein, enfin, sauf quand on s'intéresse, comme vous, à la littérature jeunesse. Mais on a la chance dans ce pays d'avoir des talents extraordinaires en matière d'illustration, particulièrement en illustration, mais des auteurs aussi en littérature jeunesse. On n'a pas tellement d'équivalent au monde. Hein. Quand on voyage, moi, à chaque fois que je voyage, je vais regarder les livres ailleurs, comment ça se passe. Et franchement, je reviens, je me dis c'est fou la quantité et la qualité littéraire qui est proposée à la jeunesse dans ce pays. On a une chance incroyable d'avoir tous ces talents à disposition et ces belles éditions, et pourtant elles sont très peu représentées dans les médias. Oui, ça se sait pas. Et on devrait être très fiers de ça et on le sait, et on ne fait pas pour plein de raisons. En plus, ce serait intéressant de pouvoir partager ça de manière plus large par les médias parce que il y a tellement de gens qui l'ignorent en fait. C'est bien dommage. Tout à fait. Vous avez dit dans une interview que j'ai trouvée sur Internet, j'ai pas noté les sources, désolée. On vous posait la question, selon vous, qu'est-ce qui fait vendre un livre? Vous répondez, la télé. C'était une réponse un peu pirouette, mais en réalité, hélas, c'est le cas. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit, ce dont on entend, qu'on retient, et on le sait que ça marche en littérature, en bande dessinée et en jeunesse finalement aussi. La visibilité du livre aujourd'hui est compliquée en librairie, tout pour chaque auteur, parce qu'il y a une énorme quantité de livres qui sont produits, et comment l'œuvre ou le livre qu'on a fait au milieu des autres va pouvoir exister, c'est une question qui est remise à chaque nouveau livre par chaque éditeur. Et finalement, les choses que l'on voit sont des choses qui sont soit déjà connues, soit déjà portées plus fortement par les présences médiatiques ou par les grandes surfaces ou des choses comme ça. Et moi, je trouve que on passe à côté de tellement de choses. La plupart des gens passent à côté de choses riches et nourrissantes, quoi. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça qu'avec les Éclats de Lire, on milite pour la littérature jeunesse, sa promotion et sa diffusion. C'est extrêmement important, la médiation par les événements littéraires pour la jeunesse. S'il n'y avait pas ça aujourd'hui, je pense que toute cette richesse dont on parlait précédemment ne péricliterait très très rapidement. Très rapidement. Deux autres mots que vous avez utilisés pour vous décrire, vous définir, les deux sont au pluriel, arbre et oiseau. En fait, ce sont... C'est lié à des albums ? Alors ça vient des albums, mais ça vient aussi de ce que je préfère dessiner. En fait, il y avait le mot fille aussi. Et en fait, les arbres, c'est un peu une réponse
que je fais quand on me pose cette question, quand je fais des rencontres scolaires, parce que on est amené à pas mal faire de rencontres d'enfants quand on fait des livres pour enfants. Et il y a des questions qui sont récurrentes, parmi lesquelles qu'est-ce que je préfère dessiner, quoi. Et finalement, je suis obligé un peu d'y réfléchir, ce que je préfère dessiner, parce que je m'étais pas trop posé la question. Je me rends compte que ce sont dans l'ordre, hein, les filles, les oiseaux et les arbres. Voilà. Alors les filles, je le gardais pour plus tard, pour me permettre de faire une transition avec l'album Oui, Tu seras ma princesse. Oui. Donc vous avez dit fille, hein, pas femme. J'ai dit fille, pas femme, ouais. Oui, parce que je trouve que le terme est plus... Non, j'allais dire plus générique, mais en fait, non. C'est vrai que c'est le mot qui me vient. Peut-être parce que c'est lié au fait de faire des livres pour enfants. Donc les personnages sont souvent des enfants dans les livres pour enfants. En tout cas, dans ce magnifique album Tu seras ma princesse aux éditions Sarbacane que vous avez illustré et qui est écrit par Marcus Malt, il y a beaucoup de filles, des enfants, des bébés ou des ados. Oui, et absolument. C'est un album qui renverse un peu les clichés sur les princesses. Déjà, dès la couverture, on voit une fillette avec des lunettes qui a un air confiant, rassuré et pas du tout éploré. Ouais. Par ailleurs, les illustrations, elles vont présenter plutôt des petites filles ou des jeunes filles qui sont indépendantes, imaginatives, qui goûtent aux mille joies de l'enfance. Et le texte dessine, enfin le texte écrit, une figure paternelle qui est plutôt loin de celle des contes de fées, qui est douce, et en même temps, aimante, qui permet, au lieu d'interdire, oui, et qui exprime ses sentiments, j'ai dit sans pudeur aussi. Ouais. Vous savez, c'est un livre très particulier, Tu seras ma princesse, puisque c'est donc Marcus Malt qui en est l'auteur, qui est un auteur très polymorphe et polyvalent, puisque c'est quelqu'un qui vient du polar, de la littérature adulte, puis du roman pour ados et quelques albums. Enfin, je sais même pas s'il n'a pas eu des adaptations BD. Enfin, c'est quelqu'un qui va un peu dans tous les mondes de l'écriture. On est assez proche de ce point de vue-là. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi, tout me passionne dans le dessin, en fait, ou dans le graphisme. Et lui, je pense que tout le passionne dans l'écriture. Et tous les genres, en fait, ce que ça lui impose aussi dans sa forme écrite. Et c'est quelqu'un que je fréquente, que je croise sur des salons depuis longtemps. Et puis, et le livre est né d'une blague, alors que c'est pas du tout un livre rigolo, hein, enfin, en soi. Mais il vient d'une blague parce que il se trouve que j'ai illustré le conte Le Lac des Cygnes chez Gauthier Langros il y a quelques années. Et sur la couverture apparaît la princesse Odette, l'héroïne du conte, avec sa robe de princesse, et il fallait la dessiner très premier degré, c'est-à-dire la princesse doit être magnifique, elle doit être pure, gentille, innocente, enfin tout ce qui définit finalement toutes les princesses des contes. Mais elle est toujours victime aussi dans les contes. La princesse, elle est l'enjeu de plein de choses, et elle est toujours victime. Et bref, le fait de faire une princesse premier degré, c'est juste dingue l'effet de la princesse, quoi. Que ça plaise ou non chez les petites filles, et pas que chez les petites filles, c'est un truc de malade. Que tout le monde est attiré, enfin surtout les filles, vers cette image de la princesse. Et donc la blague, c'est que je disais à Marcus, si tu veux réussir dans les livres pour enfants, en jeunesse, il faut faire des histoires de princesses pour les filles, des histoires de dragons pour les garçons, enfin une espèce de cliché auquel j'adhère pas, hein, mais qui s'avère assez vrai. Bref. Et il m'a écrit tu seras ma princesse, qui n'est pas du tout. Donc il a rien compris en fait. C'est ça, il a rien compris. Et pour autant, je pense que c'est un texte qui parle profondément de ce qu'est une princesse. C'est-à-dire que le texte est écrit, c'est un père qui s'adresse à sa fille qui n'est pas encore née. Et il développe pour elle déjà le monde. Et en même temps, un amour inconditionnel et presque au bout d'un certain temps de lecture étouffant. Et finalement, quand on pense aux princesses dans les contes, il y a souvent un rapport au père, il y a souvent énormément d'amour autour d'elles, une protection parce qu'on sait qu'elles peuvent être la proie de toutes les envies et les convoitises, elles sont ultra protégées, et cette protection ne suffit jamais à les protéger. C'est ce qui se passe dans les contes. Là que les princesses sont fragiles et sont toujours victimes. Donc à travers ce texte, moi je devais en faire des images, finalement la réponse, c'est un poème en fait ce texte. Donc c'est très difficile, c'est pas une narration.
Et du coup, l'enjeu pour moi était de construire des tableaux, des portraits de princesses. Évidemment, ces princesses sont toutes différentes les unes des autres, elles grandissent en âge, et elles sont toutes différentes puisqu'on ne sait pas encore exactement à quoi elle va ressembler cette petite princesse vu qu'il n'est pas encore né. Et à partir de là, j'ai pris les mots du texte de Marcus, correspondant à chacune des images, et ces mots m'ont servi d'ingrédients pour réaliser l'image. Donc on retrouve des choses qui sont dans le texte, et puis en même temps, un espace de liberté pour pouvoir justement faire de portraits d'enfants, de jeunes filles, d'adolescentes, fortes et maîtrisant le monde qu'il leur est offert. Voilà. Et ces illustrations contiennent plein de références Oui. aux contes, à la culture populaire. Il y a du kawaii aussi. Oui. C'est Voilà, truffé de on revient à ça. références. Oui, et puis en fait, ça c'est quelque chose ça fait partie aussi d'une sorte de plaisir de partage. C'est-à-dire que chaque élément composant l'image, pour moi, je les ai mis parce qu'ils ont un sens précis pour moi. Je vais pas, il y en a qui sont évidents, qu'on va partager largement, qui font partie de la culture qu'on partage, et puis d'autres qui sont là aussi plus intimes et que certains identifieront et pas d'autres. C'est comme des degrés comme ça à l'intérieur de l'image. Mais chaque chose présente à l'intérieur de l'image a un sens et symbolise quelque chose de particulier, lié à l'enfance, lié à... Vous avez eu l'occasion sur cet album de vous amuser, de vous affranchir de l'album tout en l'accompagnant. Exactement. Et puis finalement, ça c'est une liberté folle et une chance folle qui est offerte quand on peut raconter ses propres histoires. Hein. Même si j'en suis pas l'auteur initial, finalement c'est ce qui se passe quand on illustre une histoire, on la fait sienne totalement, on s'en empare et puis on y met ce que ça a éveillé en soi. Tu seras ma princesse de Marcus Malt et Régis Lejean aux éditions Sarbacane. C'est vraiment un livre à offrir. À s'offrir soi-même ou à offrir à un enfant à naître, à un papa, à n'importe qui. Oui, pas forcément qu'à une petite fille. Un nouveau mot avant de faire une pause musicale, c'est la joie. Ah, la joie. Bah finalement, ça c'est une quête quotidienne. Hein. J'ai pas mis le mot bonheur parce que ça me paraît beaucoup plus lourd. Ça me paraît beaucoup plus lourd. Une quête beaucoup plus lourde. Mais les joies quotidiennes, les petites joies de la vie. Voilà, moi encore une fois, j'ai de la chance d'exercer un métier qui me procure cela. Je suis conscient que c'est une chance et que c'est un privilège finalement. Et je me rends compte que on peut parler de toutes les difficultés actuelles de la chaîne du livre, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais que j'ai relativisé beaucoup de difficultés d'en faire parce que c'est un métier, même si ça donne l'apparence de bien marcher, c'est un métier où il est difficile de bien gagner sa vie. Et donc il faut toujours un moment, en tout cas moi j'ai dû le faire un pas de recul et me poser la question de qu'est-ce qui fait que je tiens à ce métier. Et je me suis rendu compte que c'est un métier qui me procure de la joie. La joie de pouvoir créer et de raconter des histoires et surtout de les partager avec à travers les rencontres, les publics, les salons, voilà, les éclats de lire, Vivant en étant un qui est plutôt très très réussi en plus, de pouvoir voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très joyeux dans cette chaîne de la création de l'édition littérature jeunesse et cette joie dans les temps actuels, elle est finalement bien précieuse. Voilà. Merci. On va écouter Rocky Raccoon des Beatles. Vous êtes bien sur Radio Escapade dans l'émission des éclats de lire. Nous sommes en pleine interview avec Régis Lejean. Il nous reste 2 mots que vous avez utilisés pour vous présenter à développer et à peu près moins de 8 minutes. Donc ces mots, ce sont spectacle et partage. On commence par le partage ? Oui, et puis finalement, ça va raccorder le mot suivant. Bah, ouais. Mais même, finalement, c'est peut-être le mot le plus important de la liste, celui-là. Parce que si on réfléchit bien, je trouve que les histoires, les livres, le spectacle, le métier que j'exerce, qui est d'illustrer des histoires, n'a de sens que à partir du moment où ces histoires seront partagées. Et finalement, l'objet qu'est un livre n'est pas autre chose que l'espace d'un partage entre des histoires inventées qui partent de la tête d'un auteur
qui est quelque part dans le monde, et puis finalement un lecteur qui va faire entrer en lui cette histoire par le biais du livre. Et cet espace-là de partage qu'est le livre, c'est un espace extrêmement vaste au final. C'est fou ce qu'on peut ce qu'on peut y mettre et comment ça peut se remplir cet espace. Et finalement l'exercice, le sens profond de ce que je peux faire, c'est ça. C'est que derrière, il n'y aurait pas le livre, il n'y aurait pas. J'ai commencé par faire de la peinture en fait, avant d'être illustrateur, et j'adorais ça, hein, les grands formats, etc. Mais finalement, même si j'arrivais pas à me le dire à l'époque, ce qui me manquait, c'était ça. C'est-à-dire qu'une exposition, on peut dire que l'exposition d'un peintre, c'est un moment de partage entre son travail et le public, mais finalement qui se restreint à un tout petit cercle. Le livre, c'est ça qui est fou, c'est qu'un livre peut arriver entre les mains de quelqu'un qu'on est extrêmement éloigné de soi. Et nous, on reçoit des livres comme ça, d'auteurs qui sont extrêmement éloignés de soi aussi. Et c'est toute la magie et le sens finalement de ce que je fais. C'est ce mot-là, je crois. Donc le partage, ça passe par le livre, et le livre, il s'étend lors des rencontres scolaires, lors des salons du livre, et aussi parfois lors des spectacles. Donc vous proposez notamment beaucoup de lectures dessinées et musicales ? Oui, et oui, beaucoup. Alors finalement, qu'est-ce que c'est ? Moi, c'est né pour moi. Je reviens à l'atelier là avec mes camarades d'atelier. En fait, les histoires dessinées, les concerts dessinés sont plutôt nés dans le monde de la bande dessinée à l'origine. Ça remonte à une bonne dizaine d'années maintenant. Et moi, pour fréquenter quotidiennement des auteurs de BD, c'est eux qui ont amené ça finalement. Et depuis, on a créé des histoires et plein de formes très différentes de performances en direct, de dessin accompagné de musique ou de lecture, etc., que nous on fait de manière collective dans le cadre de notre atelier. Et finalement, après, ça c'est plus personnel, ce qui m'a très vite manqué, c'était justement le livre. C'est-à-dire que nous on faisait des créations pour le spectacle et pas forcément reliées à des livres. Et finalement, enfin, le hasard a fait qu'on a pu travailler ensemble avec Thomas Cotto sur un album qui s'appelle Kodja qu'on a fait ensemble, et on partage une lecture dessinée de ce livre. Et donc, tout à coup, le spectacle devient une sorte de déclinaison ou une autre façon de partager l'histoire qui n'est pas du tout la même que celle du livre, alors qu'on est sur le même texte, sur le même graphisme. C'est complètement autre chose, et c'est un enrichissement à la fois pour nous-mêmes qui en sommes les auteurs, mais aussi pour les gens qui découvrent l'histoire sous cette forme-là. Et c'est tout à fait passionnant. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui est loin de se terminer, parce que toutes ces formes de performance graphique, en fait, chacun peut en inventer des nouvelles. C'est un terrain d'exploration extraordinaire. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit... Enfin, je trouve que c'est toujours plus fort quand c'est relié à un livre. C'est-à-dire que soit c'est le livre préexiste au spectacle, soit le spectacle va amener à l'existence aussi d'une forme de livre. Ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Alors en ce moment, vous présentez une lecture dessinée musicale avec Annie Agopian, qu'on va essayer de présenter pour les éclats de lire. On va probablement la présenter, très certainement. Oui. Tout ou presque sur les bisous volants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette lecture dessinée ? C'est justement un spectacle qui est amené à devenir un livre. Au départ, c'était un projet de livre avec Annie, et un livre pour petits, pour le coup. Moi, je suis pas un grand spécialiste des livres pour tout petits. J'en ai fait, pour ainsi dire, quasiment pas, très très peu. C'est pas forcément le terrain sur lequel je me sens le mieux que de réfléchir à des histoires pour tout petits, c'est-à-dire moins de 5 ans, quoi. En gros, maternelle, et puis plus petit encore. Et Annie a imaginé une forme de conférence pour tout petit, pour expliquer ce que sont les baisers qu'on envoie du bout des lèvres et du bout de la main, comme ça, les baisers volants. Elle a écrit un texte qui était destiné et qui est toujours à devenir un livre, mais finalement, très vite, on en a plutôt fait un spectacle dans un premier temps. Un spectacle qui nous rassemble, elle, en tant que lectrice,
moi au dessin, et puis 3 musiciens, qui est un groupe qui, eux, nous accompagnent musicalement et chantent des chansons qu'Annie et moi avons écrites à l'occasion de ce spectacle. Et finalement, ça devient un ensemble extrêmement lié, qu'on a créé il n'y a pas très longtemps, qu'on n'a pas joué tant que ça, et qui permet de partager un moment avec des tout petits et des pas d'âge après, jusqu'à adultes, et ça c'est un plaisir fou, quoi. C'est un spectacle très particulier, je trouve. Quand est-ce que le livre devrait sortir ? Oui, en fait, maintenant l'étape suivante sera de pouvoir faire exister aussi ce livre à travers le spectacle. Alors on est en train de réfléchir à quelle forme, parce que maintenant que la musique existe, etc., comment la partager aussi à travers le livre, tout ça, c'est des questions qu'on est en train de réfléchir, mais je pense qu'on va le faire dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. Bien, merci beaucoup Régis Lejon. Et est-ce que, avant de se quitter, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je vais juste vous remercier pour ce temps, ce temps d'échange, et puis vous remercier aussi pour les choix musicaux, parce que vous avez enquêté un peu ou... Je me suis bien renseignée, oui. Ah, vous êtes très très bien renseignée. Merci. En tout cas, bravo, merci. Merci à vous et au revoir. On se verra au mois de mai au Vigan. Avec plaisir, au revoir. Donc c'est la fin de cette émission. Dans 2 semaines, on sera avec Marcus Malt, donc le fameux auteur de Tu seras ma princesse et d'autres livres jeunesse et adultes. J'essaierai quand même de concentrer l'interview sur la littérature jeunesse puisque c'est notre sujet. Merci beaucoup Fabien pour la technique. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Mathilde Magnan et vous souhaite une bonne fin de journée.